Au mois de mai 2015, Palmyre est donc le théâtre de combat entre les troupes syriennes et les djihadistes de Daesh qui sont maîtres des vestiges de la ville antique le 21. Le 29 mai 2015, le chef des troupes de Daesh à Palmyre promet sur une radio syrienne que les statues et autres représentations humaines et divines seront détruites, mais que les ruines seront sauvegardées. Malgré les injonctions de Mme Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, Palmyre devient un lieu d'exécution de prisonniers, en particulier dans le théâtre antique de la ville. Et le 18 août 2015, l'ancien directeur des Antiquités de Palmyre, Khaled El-Assad, est décapité. Nous parlons aujourd'hui d'archéologie, mais il ne saurait être question, je crois, d'oublier les vies humaines détruites pendant les événements de Palmyre. Tout projet d'aménagement du site doit faire une place à une dimension commémorative. La barbarie de Daesh se tourne alors vers les vestiges. Des mausolées anciens et le lion du temple d'Alat sont détruits. En août 2015, les vestiges des temples de Balchamine et de Bel et de tours funéraires sont à leur tour saccagés. Commence alors une période d'évaluation des destructions, d'interrogation au sujet de la possibilité d'une reconstruction des vestiges, expression qui ne va pas sans difficulté, et de célébration de la prise de Palmyre ou de la reprise de Palmyre, en particulier grâce à un concert intitulé « Prière pour Palmyre ». La musique redonne vie aux murs antiques. À défaut d'une reconstruction problématique des ruines, on forme le vœu d'une résurrection de la ville antique, idée dont l'emphase va bien au-delà de la restitution archéologique de la forme initiale des ruines. Néanmoins, des pillages continuent à être commis à Palmyre. La ville est reprise par Daesh le 11 décembre et en janvier 2017, le tétrapyle est détruit et la façade du théâtre romain subit de sérieux dommages. Depuis mars 2017, le site est de nouveau sous le contrôle de l'armée syrienne. J'interviens devant vous à l'invitation de M. Pierre Gros, non pas comme spécialiste de l'architecture antique de cette région du monde, ni comme connaisseur de l'ancienne Syrie, mais comme responsable de l'Institut de recherche sur l'architecture antique, héritier direct des bureaux d'architecture antique créés en 1958 par le CNRS, auquel appartint dès l'origine Robert Ami, et qui lui permit d'étudier un certain nombre de monuments majeurs du sud-est de la France. Plusieurs aspects m'importent donc, comme à nous toutes et tous. Comment faire face aujourd'hui aux destructions en temps de guerre du patrimoine archéologique, en particulier le patrimoine immobilier, inamovible, celui que l'on ne peut pas déplacer pour le vendre ou le fondre. Dans le prolongement du cadre préventif de la Convention de La Haye de 1954 sur la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé et des 50 propositions françaises pour protéger le patrimoine de l'humanité, texte programmatique et fondateur, remis en novembre 2015 par le président directeur du Louvre, M. Jean-Luc Martinez, au président de la République, et qui mentionne un projet intitulé « Renaissance de Palmyre », il est bon de réfléchir à l'esprit ou à l'âme de nos programmes ou stratégies d'intervention en ces matières, mais aussi de prévoir un déploiement tactique adéquat, d'établir des procédures techniques et scientifiques. Mais la sauvegarde de l'objet scientifique sanctifié par son statut patrimonial n'est pas la seule urgence. Il est aussi souhaitable de s'interroger sur la construction de nouvelles ruines et sur la nature du lien entre les informations scientifiques, ce qui va me préoccuper ici, et les perspectives d'aménagement des sites archéologiques, lien qui aujourd'hui ne va plus de soi. Un premier point sur le patrimoine et l'archéologie, de l'enracinement à la mondialisation culturelle. Henri Seyrig, Ernest Ville et Robert Ami ont consacré une magnifique monographie au Temple de Bel, œuvre qui se singularise par l'excellence de la représentation et de l'analyse architecturale et par une exemplaire collaboration entre historiens, archéologues et architectes. Alain Badi, architecte archéologue au bureau de l'IRA de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence, très attaché à l'histoire comme à l'avenir de notre laboratoire et de nos disciplines, a immédiatement, je lui en rends hommage ici, compris dès l'été 2015 que la sauvage destruction du temple de Bel donnait aux archives scientifiques de Robert Ami déposées au laboratoire une valeur nouvelle. En effet, très tôt après ces événements, l'idée d'une reconstruction des vestiges ou d'une reconstitution virtuelle du monument ont été évoqué dans un contexte moral et intellectuel à la fois militant et scientifique, maniant le vocabulaire de la Renaissance et de la résurrection. Palmyre ne fut donc pas seulement pillée dans la perspective de la vente d'objets archéologiques. Ses ruines furent en partie détruites et elle devint un lieu de mort, d'exécution sommaire. Que signifie détruire des ruines, des vestiges, si ce n'est littéralement effacer les empreintes, effacer des traces. J'ai longtemps cru, sans doute avec naïveté, et parce que je travaille sur les religions antiques, et en particulier sur le polythéisme, que ces destructions de sanctuaires anciens trouvaient principalement leur fondement dans la volonté d'effacer les restes de religions anciennes, pré-islamiques, pour finalement les nier. Henri Laurence, professeur d'histoire de l'Orient au Collège de France, écrivait en 2010 dans Le rêve méditerranéen. Reprendre le discours Égypte, Orient, Grèce, Rome revient à poser une unité non religieuse de la Méditerranée dans une filiation aux idées des Lumières, mais cette fois débarrassée du projet de domination coloniale. L'affirmation d'un commun humanisme méditerranéen dans la lignée de Valéry et de Camus permettra d'intégrer
la totalité des patrimoines de la Méditerranée en un même ensemble, mais tendra à rejeter au second plan les référents religieux au risque de susciter d'irrémédiables résistances. Le rejet de cet humanisme méditerranéen repose en partie sur l'adhésion à un modèle de société théocratique. Mais Daesh est aussi animé, ou plutôt désanimé, par une barbarie autodestructrice et par un anti-occidentalisme et un anti-intellectualisme radicaux. Or, une des sources de la pensée occidentale est précisément l'Antiquité, l'étude de ses langues, de son droit, de son imaginaire culturel et de ses vestiges. L'objectif de la destruction est ainsi, de surcroît, de décréter l'oubli des sociétés anciennes selon un raisonnement révisionniste et aussi, littéralement, de fragmenter encore la culture antique, en l'occurrence le discours architectural gréco-romain, et d'empêcher l'analyse scientifique contemporaine. Il s'agit au fond d'éviter le traitement archéologique et l'approche patrimoniale, mais aussi de confondre les deux dans un même rejet, car l'archéologie et le patrimoine sont en effet à l'origine de la diffusion de connaissances qui devraient échapper, dans l'idéal, au récit idéologique. En somme, ce que Daesh nie est l'histoire que permet de reconstituer l'archéologie, et dont la patrimonialisation permet d'assurer la sauvegarde et la diffusion. Cet obscurantisme n'est guère étonnant, surtout si l'on considère que Palmyre a élaboré justement une culture composite et complexe. Il doit aussi être compris comme le symétrique de notre propre pratique occidentale du patrimoine, dont il faut reconnaître qu'il est le plus souvent orienté vers l'enracinement qu'en direction de l'universel. Les mots patrimoine, racine, identité, vous le savez, sont en effet de plus en plus présents dans le lexique des argumentaires publics, civiques, nationaux. Ils ont aussi investi le champ des sciences humaines et sociales, et il est implicitement recommandé, pour mieux être moderne, d'établir la singularité irréductible des patrimoines matériels et immatériels, ou d'évaluer la profondeur et la solidité des racines qui attachent une société et les individus qui la composent à un sol bien circonscrit par les nations contemporaines. Ce repli patrimonial qui alimente un discours identitaire étroit, quand il s'agit des monuments de tradition gréco-romaine, est particulièrement malvenu, car l'étude scientifique doit impérativement saisir les singularités, dont il faut d'abord établir la pertinence historique ou géographique, mais aussi les traits hérités d'une vaste culture esthétique ou intellectuelle antique. Palmyre est manifestement un très bon exemple de cette imbrication créatrice entre des caractéristiques locales, elles-mêmes composites, et des traits universels. De ce point de vue, il est évident que ce qui est visé par les destructions récentes de monuments de Palmyre est la culture occidentale qui revendique vigoureusement depuis la Renaissance sa filiation avec l'Antiquité. Un autre thème est articulé à celui-ci par la rhétorique contemporaine, celui de la frontière, qui est certes conjoncturellement associé à la crainte des mobilités actuelles en Méditerranée, mais qui entre en résonance avec la vigueur ancienne et actuelle des discours nationaux. Le thème de la frontière, sujet classique de nombreux travaux d'histoire et de géographie, connaît aujourd'hui un nouvel épanouissement dans le champ large des sciences humaines et se déploie parallèlement aux réflexions sur la définition juridique, politique, mais aussi géographique de l'espace européen. Il fait l'objet de nombreux colloques, de développement dans les programmes des collèges et des lycées, d'appels d'offres thématiques nationaux ou régionaux. On peut le regretter, mais la globalisation interroge de manière impérieuse le rapport entre l'individu et la nation, entre la personne et le sol, le résident et le territoire. Les deux pôles vers lesquels nous entraînent les modes contemporaines dans les domaines des études antiques et archéologiques sont le thème des origines et celui du patrimoine. Parallèlement à une recherche des origines de nos sociétés, champ dans lequel se déploie toujours opportunément mais jamais pertinemment l'outil conceptuel autochtonie, on observe une forte insistance sur la dimension identitaire et verticale du patrimoine. Il dirait aujourd'hui qui nous fume. Une bonne articulation entre archéologie et patrimoine conduit certes à une contextualisation locale, mais aussi et surtout universelle, comparée et relative. C'est précisément ce qu'appelait de ses voeux André Chastel quand il écrivait « L'amour du patrimoine se manifeste de façon instinctive dans la conscience des terroirs et de façon éclairée dans la démarche du savoir », idée défendue aussi par ailleurs par Jean-Marie Pérouse de Monclos qui l'a reprise. À l'idéologie de Daesh, il convient d'opposer, je crois, une patrimonialisation qui résolve la tension polémique entre l'ancrage identitaire et l'ouverture vers l'universel. Hormis la promotion de la notion de bien commun à l'humanité, il est nécessaire de restaurer un cheminement scientifique de l'archéologie vers le patrimoine. Cette question se pose de manière cruciale dans le domaine de l'archéologie des architectures anciennes. Deuxième point, la tentation du spectacle scientifique et l'archéologie de l'architecture. En ces périodes difficiles pour les sciences humaines, on assiste en archéologie de l'architecture, expression défendue avec raison par nos collègues italiens, me semble-t-il, à une excessive simplification des protocoles de recherche. La chaîne opératoire qui conduit de l'acquisition numérique ou traditionnelle des données de terrain à la publication scientifique ne fait plus d'évidence une place à l'analyse architecturale qui, associée à la recherche des modèles, est seule fondée à établir solidement des hypothèses de restitution de l'état ancien des ensembles que nous étudions et à fonder un discours scientifique interprétatif plus ample.
À passer directement de la mesure topographique précise ou approximative d'ailleurs des vestiges à l'évocation infographique de leur forme originelle, on en vient à priver l'archéologie des architectures anciennes de sa dimension scientifique au profit d'une sorte de patrimonialisation passive, la conservation des formes du bâti par un moulage numérique, et active en créant une maquette qui n'est pas toujours le résultat d'un raisonnement scientifique posé et argumenté. En archéologie de l'architecture, l'élaboration d'une image scientifique est traditionnellement fondée sur les principes suivants. Le premier acte est l'établissement de l'état actuel du monument, des différents vestiges et du contexte stratigraphique. Cette phase d'acquisition des données produit des plans, des coupes et des axonométries. Puis, l'analyse stratigraphique et constructive permet de justifier différentes hypothèses de restitution des formes architecturales et de leur composition, mais aussi des chantiers de construction, des phases de transformation et d'abandon, et enfin du fonctionnement et des usages. Cette distinction des deux phases est théorique, car un relevé n'est pas un enregistrement brut, puisque le dessin est par définition analytique. Comme l'ensemble de la recherche scientifique, les études sur l'architecture antique ont été depuis une trentaine d'années renouvelées par l'émergence et la diffusion des outils numériques. On observe la production massive de facsimilés numériques constitués de nuages de points ou de leur maillage. Ces nuages de points ont accrédité l'idée d'une acquisition des données brutes, objectives, rapides, très coûteuses mais rapides. Concomitamment, on note une profusion de maquettes numériques de reconstitution qui, en imposant des images parfois séduisantes, ne rendent pas toujours compte de la réalité de l'état des monuments ni des étapes de la recherche. L'IRA a organisé en juin 2016, je me permets de parler de notre laboratoire, une journée d'études qui clôturait le projet ANR Ornementation architecturale des Gaules, qui était dirigé par Dominique Tardy et Alain Badi. Elle était consacrée au relevé des blocs d'architecture décorés et à l'apport des outils numériques 3D. Le discours dominant valorise avec raison l'innovation et les outils numériques, mais leur prête avec optimisme la capacité de résoudre la plupart des difficultés de la recherche dans le domaine des études architecturales. Grâce à la photogrammétrie ou au scanner 3D, on obtient un facsimilé du monument qui permettrait d'établir une restitution. Les nuages de points ne remplacent pas encore l'observation directe. Ils constituent des données brutes, des séries de mesures sans hiérarchie. Il est nécessaire de créer de nouveaux outils qui permettent de préciser la géométrie et les mesures générales ou particulières et d'identifier dans les nuages les détails signifiants. Les expériences menées dans le cadre de l'ANR ORAG ont montré que les outils numériques, en multipliant les intervenants issus de disciplines différentes, topographie, photographie, mathématiques, architecture, imagerie 3D, avaient en quelque sorte fractionné la chaîne opératoire qui va de l'acquisition des données à la restitution en passant par l'analyse. Le risque est celui de perdre les acquis d'une discipline qui avait lentement mis en place des protocoles et des pratiques dont l'objectif était par exemple de remédier à certains excès du goût du pittoresque des envois de Rome. L'enjeu est le statut scientifique de l'image. Les nuages de points, les moulages numériques ne remplacent pas l'original et ne constituent pas une sorte de sauvegarde scientifique des vestiges. Il est donc urgent à la fois de faire évoluer les techniques d'acquisition et d'analyse des données brutes et de pérenniser les protocoles de recherche propres à l'archéologie et à l'histoire de l'architecture afin de garantir le caractère scientifique et pas simplement technique de nos travaux et de faire une place au savoir archivé jusqu'à l'ère du numérique. La construction d'une opposition factice entre un savoir constitué, académique en quelque sorte, et les nouvelles technologies est injustifiée. Il ne s'agit pas seulement d'un impératif raisonnable, mais aussi d'une juste contrainte, comme le montrent les réflexions actuelles au sujet des futurs formats éditoriaux, en archéologie monumentale en particulier. Cela passe par une réhabilitation, me semble-t-il, du métier d'architecte en archéologie. Deux objectifs actuels de l'IRA sont directement liés à ces débats. Associer une excellence technique et technologique à une démarche scientifique résolument domiciliée en sciences humaines, en rétablissant la chaîne opératoire qui conduit de l'acquisition numérique au traditionnel des données de terrain, qui conduit à la publication scientifique dont la valeur tient à la validité de l'établissement des données. D'autre part, favoriser la distinction auprès des professionnels de l'archéologie comme du grand public entre des images marchandises dans une société qui, comme l'annonçait Guy Debord, devient une immense accumulation de spectacles et des images scientifiques élaborées, référencées et autorisées. Dernier point sur les archives palmyréniennes de Robert Ami qui sont conservées à l'Institut de recherche sur l'architecture antique. L'IRA conserve donc un fonds conséquent d'archives produites par les architectes et les membres de missions archéologiques menées dans le bassin méditerranéen depuis la création de l'Institut en 1958, année, je le rappelais tout à l'heure, de l'entrée de Robert Ami dans le laboratoire. Il s'agit de documents élaborés sur le terrain et en laboratoire, dans le cadre de recherche sur des monuments dont la publication a parfois nécessité plusieurs décennies de travail. Dans le cas du temple de Bel à Palmyre, plus de 40 ans se sont écoulés entre les premiers dégagements du temple et l'édition du livre paru en 1968 et 1975. Le fonds Robert Ami sur Palmyre, déposé à l'IRA, contient essentiellement des documents réunis dans le cadre de la préparation de la publication du temple de Bel.
Les données principales de l'inventaire préliminaire établi par Sophie Bininger sont les suivantes. Le fonds est composé d'environ 9000 documents, feuillets ou pièces. Plus de 600 documents graphiques de grand format sont stockés dans des meubles à plans. Il s'agit de planches originales du livre et de documents préparatoires, le plus souvent des calques à l'encre de Chine, mais aussi des dessins au lavis ou de magnifiques aquarelles. 17 boîtes d'archives au format A4 composées de dossiers qui rassemblent aussi des documents de différentes natures, notes, textes rédigés, photographies, mais aussi des minutes de terrain et des documents de travail et des tirages relevés surchargés d'annotations. Enfin, le fonds conserve aussi plus de 2000 photographies, en majorité des tirages, mais aussi des négatifs et quelques diapositives. Dans l'ensemble, le fonds paraît être sain. Une partie a été confiée pour expertise et numérisation à l'association Copeia, située à Arles, où elle a repris depuis 2014 les activités de l'ancien CCL, Centre de conservation du livre. Ces professionnels n'ont pas observé de pathologie alarmante, mais il est certain que nos locaux à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme ne sont pas prévus pour la conservation des archives, température et hygrométrie en particulier. Et nous devons à l'évidence prévoir le reconditionnement de certains documents. D'autre part, des supports fragiles et instables doivent faire l'objet de restauration, en particulier les calques de nature acide. Établir des substituts numériques de ces documents est donc une solution, dans un premier temps qui permet d'éviter la manipulation des originaux, où on observe de nombreuses déchirures et lacunes, des réparations de fortune à l'aide de rubans adhésifs qui deviennent opaques avec le temps en raison de la migration de la colle dans l'épaisseur du document. Grâce à un contrat de 2 mois financé par la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme et une aide exceptionnelle du CNRS, Sophie Bininger a réalisé un inventaire préliminaire, piloté ou réalisé la numérisation d'une sélection de documents permettant une première présentation significative du fonds et lancé le projet d'une opération de valorisation sous la houlette de Mme Sylvie Laurence-Aubry, qui est là, et je la remercie, responsable de la diffusion de la culture scientifique de la MMSH. Cette opération prévoit une exposition et une réunion scientifique dont le périmètre reste à définir. Au-delà d'un premier objectif scientifique et éditorial qui consisterait à publier une partie de cette documentation et à exploiter les données nouvelles qui n'ont pas ou peu été prises en compte dans la publication d'Henri Seyrig, Ernest Ville et Robert Ami, il est nécessaire de sauvegarder et de mettre ces informations à disposition de ceux qui seront chargés des travaux de restauration et de présentation des vestiges de Palmyre. Nous devons maintenant parvenir à financer un contrat de longue durée pour achever l'ensemble de la numérisation et coordonner l'exploitation scientifique et patrimoniale de ce riche fonds. Et toute aide à ce sujet sera bien entendu la bienvenue. Une approche très technologique du relevé et de la restauration sera sans aucun doute un aspect important. Et elle rendra spectaculaire et manifeste les investissements humains et financiers qui sont nécessaires. Mais elle ne répond pas à la question des objectifs scientifiques et culturels. Or, la restauration, l'anastylose sont incontestablement des actes politiques et culturels, alors que la restitution est scientifique, car elle procède d'un raisonnement archéologique. Il est néanmoins fondamental que la restauration, si elle doit avoir lieu, soit fondée sur une restitution justifiée. Qu'il est difficile, pour finir, de parler de l'avenir culturel et scientifique d'un site archéologique si cruellement endeuillé. Cette dimension funèbre ne saurait être oubliée, tant il est vrai que ce sont les lieux aussi qui imposent leur propre mémoire. Je vous remercie beaucoup.